Dans cet entretien au ton frontal, Viktor Orban surprend en déclarant « Si les politiciens veulent apporter une arme parce qu'ils sont menacés, alors moi, je devrais me promener avec un canon. » Par cette formule choc, il dénonce la dérive inquiétante d'un discours public de plus en plus agressif et la tentation de certains acteurs de basculer dans la violence politique. Le Premier ministre hongrois affirme que « nous ne vivons pas dans la jungle » et réaffirme que la Hongrie est un État de droit, où nul, pas même un ancien chef d'état-major, n'est au-dessus des règles communes. Cette interview va bien au-delà. Orban y attaque la gestion de la migration en Europe, accuse la Suède et Bruxelles de donner des leçons alors qu'ils sont incapables de protéger leurs propres citoyens, défend le système fiscal hongrois centré sur l'impôt à taux unique et le soutien aux familles, insiste sur la justice due aux retraités et salue la décision américaine de rétablir les voyages sans visa, fruit de son alliance avec Donald Trump. À travers ce mélange explosif de sécurité intérieure, d'enjeux sociaux et de géopolitique, Orban envoie un message clair. Il n'acceptera aucune compromission ni sur la souveraineté, ni sur la sécurité des Hongrois. Mais la question se pose, cette fermeté protège-t-elle réellement la démocratie ou risque-t-elle d'accentuer les fractures en Europe? Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Aimez et partagez et donnez vos avis en commentaire. Merci pour votre précieux soutien. Le 10e anniversaire des émeutes de Röszke, à l'occasion duquel le Premier ministre Viktor Orban a rappelé que Bruxelles fait pression sur le gouvernement depuis 10 ans au sujet de la migration, mais que la Hongrie résiste depuis 10 ans et ne fera pas de compromis sur cette question à l'avenir non plus. Je vais également demander à Viktor Orban pourquoi il en est ainsi. Bonjour. Bonjour. Partons d'un peu plus loin, car 2 semaines avant les émeutes de Röszke, Angela Merkel avait prononcé cette phrase « Nous pouvons le faire », le fameux « Wir schaffen das ». Les migrants étaient accueillis à bras ouverts, tandis que la Hongrie était montrée du doigt. Comment cette situation a-t-elle évolué au cours des 10 dernières années, d'un point de vue social et politique ? Quand les Allemands ont dit qu'ils pouvaient gérer la situation, c'était encore une autre Allemagne. Il était crédible que les Allemands puissent y arriver. Mais depuis, il s'est avéré qu'ils ont de plus en plus de mal à résoudre quoi que ce soit. Leur industrie automobile est en ruine, les Chinois les surpassent dans la fabrication de voitures, ils s'endettent, contractent d'énormes prêts. Hier, ils ont adopté le budget qui prévoit un déficit sans précédent et ils contractent des emprunts. Donc, cette Allemagne dont la chancelière Merkel dit, d'ailleurs, elle viendra bientôt en Hongrie pour présenter son livre, je fais un peu de publicité pour la présentation de son livre, elle a dit qu'ils allaient résoudre le problème. Alors, ici en Hongrie, et nous qui avons toujours considéré les Allemands comme une machine bien organisée et de précision, nous pensions aussi qu'ils pourraient vraiment résoudre cela. Mais cela ne nous intéressait pas, parce que moi, ce qui m'importe, ce n'est pas de savoir si les Allemands peuvent résoudre quelque chose, mais si les Hongrois peuvent résoudre leurs propres problèmes et difficultés. Et j'étais certain que, quoi que disent les Allemands, nous ne pourrions pas le résoudre. Bien sûr, maintenant, nous parlons de Röszke à juste titre, car c'est finalement à Röszke qu'il est apparu que ces migrants, ce ne sont pas des réfugiés. C'est là qu'on a découvert qu'ils avaient des téléphones portables, qu'ils étaient capables d'actions coordonnées, que leurs déplacements étaient plutôt de nature militaire, et non pas ceux qui rappellent des réfugiés. C'est là qu'on a découvert qu'ils avaient des cartes bancaires, c'est là qu'on a vu que des réseaux organisés de passeurs les faisaient bouger, et c'est là qu'il est apparu que derrière tout cela se trouvait le réseau des organisations civiles de George Soros. Donc c'est important et intelligent de parler de Röszke, mais mes expériences les plus marquantes ne sont pas liées à Röszke, mais plutôt à ces visites où je suis allé voir 1 ou 2 camps de réfugiés, car même si la Hongrie s'est protégée contre la migration, au début il restait encore des migrants ici. Il y avait donc un tel camp à Debrecen, à Bicske aussi, qui se trouve à côté de Felcsút. J'y allais presque tous les jours à l'époque, donc j'ai vu ce que cela provoquait dans la vie de ces petites et grandes villes. Eh bien, quand j'ai fermé, si je peux m'exprimer ainsi sans fausse modestie, le camp de migrants de Debrecen, eh bien, si on l'avait permis, les gens m'auraient porté en triomphe sur leurs épaules tout le long de la rue principale de Debrecen, et à Bicske aussi, tout le monde nous serrait la main quand il a été fermé. Ces situations qui se produisaient dans les parcs et dans les rues ont disparu. Donc, j'étais certain que, quoi qu'en disent les Allemands, pour nous, les Hongrois, cela ne serait certainement pas bon.
Puis, il s'est avéré que l'Allemagne aussi avait changé et que ce n'était pas bon pour eux non plus et qu'ils ne pouvaient pas résoudre le problème, même si la chancelière l'avait promis. Pourtant, des choses ont changé. Au niveau politique, Même si l'on ne regarde que l'attitude politique, de nombreux pays d'Europe occidentale ont durci leur position. Ils essaient au moins de gérer les expulsions de manière plus efficace. Cependant, cette semaine, à cause de son évaluation de la situation migratoire en Suède, vous avez eu un échange verbal très vif avec le Premier ministre suédois qui vous a accusé de mensonge. D'une part, comment voyez-vous la raison de cette réaction aussi virulente de sa part? Et dans quelle mesure la question de la migration continue-t-elle, même 10 ans plus tard, à exacerber les tensions entre les États membres? eh bien, là où les migrants ont été admis, Là, la sécurité s'est drastiquement détériorée, les espaces publics sont dangereux, certains quartiers sont inhabitables, les habitants locaux déménagent et le nombre de gangs criminels ainsi que leurs affrontements en pleine rue sont, je le dis, devenus une partie acceptée, mais non surprenante, de la vie en Europe de l'Ouest. Et il y a pire encore, car cette erreur ne peut pas être corrigée. En politique, il existe deux types d'erreurs, celles qui peuvent être corrigées et celles qui ne le peuvent pas. Celle-ci ne peut pas être corrigée, tout comme le paquet Bokros. Le paquet Bokros a restreint le système de soutien aux enfants, ce qui a fait que beaucoup d'enfants ne sont pas nés. Ces enfants-là ne naîtront jamais. Donc il existe de telles erreurs en politique, dans différents domaines aussi, que ce soit en temps de paix ou de guerre. Ceux qui sont morts dans une guerre qui n'aurait jamais dû commencer, eux non plus ne reviendront jamais à la vie. Donc il y a quelques domaines en politique, pas beaucoup, mais il y en a, où les erreurs commises sont irréparables. La migration. L'exemple n'est peut-être pas tout à fait à la hauteur de la gravité du sujet, mais il est exact. Une fois que le dentifrice est sorti du tube, on ne peut plus le remettre dedans. Donc le monde occidental a changé une fois pour toutes. Ils ne savent même pas quoi en faire. Et si tu veux savoir à quel point la situation sera pire à l'avenir, il faut toujours aller dans les cours d'école. Donc si tu veux voir l'avenir de ton propre pays, va dans la cour d'une école. Regarde même pendant une récréation. Si quelqu'un va dans la cour d'une école à Munich ou à Paris et observe qui sont les élèves, comment ils se regroupent, ce qu'ils font, comment ils se comportent les uns envers les autres, il pourra voir l'avenir peu rassurant de ces pays. Le Premier ministre suédois critique la Hongrie depuis longtemps. En général, nous trouvons les Suédois sympathiques. Pour parler de ma propre génération, il n'y avait que des femmes très élégantes, tout était musique, mais en réalité, la politique suédoise est extrêmement agressive. Elle est moralisatrice, et pas seulement envers nous, d'ailleurs, il faut le remarquer, c'est généralement le cas dans le monde. Et les Hongrois supportent mal cela. Donc ce n'est pas acceptable que, pendant qu'ils utilisent de jeunes filles mineures pour commettre des actes violents, voire des crimes se terminant par des meurtres, pendant ce temps, la violence fait rage dans les villes suédoises. Pendant ce temps, l'année dernière, il y a eu plus de 300 cas de crimes impliquant des explosions. Pendant ce temps, ce même Premier ministre suédois et le gouvernement suédois donnent des leçons à la Hongrie sur l'état de droit, alors qu'ils ne sont même pas capables de garantir la sécurité de leurs propres citoyens. Il a lui-même déclaré, je m'en souviens, que le gouvernement n'arrive pas à maîtriser la vague de violence qui sévit dans les villes suédoises. Mais alors, de quoi parlons-nous après tout cela? Bref, ce que je veux dire, c'est que la migration est une question sensible car elle soulève la responsabilité des politiciens. Parce que ces migrants ne sont pas descendus du ciel. Ils ne sont pas tombés de nulle part, quelqu'un les a laissés entrer. Et celui qui les a laissés entrer doit assumer la responsabilité des conséquences. Mais ça, ils n'en ont pas vraiment envie. C'est plus simple de critiquer la Hongrie. Le Premier ministre suédois devrait parler du fait que s'il a laissé entrer ces migrants qui tuent des gens, violent des femmes et s'impliquent dans des guerres de gangs, ce n'est pas sa responsabilité. Alors, à qui la faute? Si de telles conditions existaient en Hongrie, à qui en incomberait la responsabilité? Eh bien, c'est la faute de celui qui les a laissés entrer. Ici, la question de la responsabilité personnelle se pose, c'est pourquoi ils ne sont pas heureux quand il faut parler de migration. Et pour ne pas avoir à parler de leur propre responsabilité, il est toujours facile d'attaquer la Hongrie. Nous voyons d'ailleurs que le débat entre Budapest et Bruxelles persiste sur cette question. Il suffit de penser au pacte migratoire. Comment ce débat, cette confrontation, s'infiltre-t-elle dans la politique intérieure hongroise? Car d'après les déclarations, par exemple, le plus grand parti d'opposition actuel, le TISA, affirme que... Donc il semble qu'il y ait une unité sur cette question dans le pays. En ce qui concerne la migration, je ne fais confiance à personne d'autre qu'à nous-mêmes. Je me souviens très bien de la façon dont cela s'est passé. À l'époque, c'était encore le DK qui dirigeait l'opposition. À mon avis, ce problème n'existe même pas. Le problème est exagéré par le Premier ministre à des fins de politique intérieure. Je me souviens bien de tout cela. Ensuite,
Ils ont promis qu'eux aussi prendraient des mesures. J'ai regardé comment ils votaient à Bruxelles, eh bien comme le TISA. Le TISA a voté à Bruxelles, par exemple, en faveur du pacte migratoire catastrophique qu'ils viennent d'inventer à Bruxelles, qui serait désastreux pour la Hongrie. Eh bien, ils ont voté pour son introduction accélérée. Ensuite, à Bruxelles également, le TISA a voté pour l'augmentation du soutien financier direct aux migrants, donc il n'y a pas d'accord sur la question de la migration. C'est un conte. La situation est la suivante. S'il y a un gouvernement national qui n'a pas peur, qui est même courageux et qui s'oppose à Bruxelles, alors il n'y a pas de migrants et il y a de la sécurité. Si la Hongrie a un gouvernement pro-Bruxelles, alors il y aura des migrants et il n'y aura plus de sécurité. C'est ainsi que je vois la situation. Nous avons quitté le Parti populaire européen parce que nous n'avons pas pu nous mettre d'accord avec eux sur la question de la migration. Le parti TISA, lui, est entré dans le Parti populaire européen, donc il est évident qu'ils se sont mis d'accord. Puisque nous parlons de questions controversées, un débat s'est également intensifié entre nous au sujet du système fiscal ces dernières semaines. Le président du parti TISA parle de réduction d'impôts, mais plusieurs projets ont également fuité qui augmenteraient même la taxe S. Les économistes qui soutiennent le parti TISA affirment que l'impôt à plusieurs tranches est par exemple plus juste que l'impôt à taux unique, et que d'ailleurs, le budget a également besoin de recettes supplémentaires. Comment voyez-vous cette question, que ce soit du point de vue de la justice ou de l'utilisation des ressources supplémentaires provenant d'une augmentation des impôts? Eh bien, tout d'abord, je dirais que les Hongrois apprécient l'impôt à taux unique et j'ai l'impression qu'ils le soutiennent parce qu'avec un impôt à taux unique, on paie moins d'impôts que si le système était à plusieurs tranches ou progressif. L'idée de l'impôt à taux unique est extrêmement simple. Si tu gagnes 10 fois plus, tu payes 10 fois plus. Cela correspond au sens élémentaire de la justice chez l'homme. Je ne veux pas m'étendre sur l'impôt progressif, ni sur le fait que ce sont les communistes qui l'ont inventé au XIXe siècle et que c'est ainsi qu'il est devenu un produit courant en Europe ou en Europe de l'Ouest. Maintenant, tout cela n'intéresse que les auditeurs qui s'intéressent aux questions d'histoire des idées, mais si vous voulez chercher la source de cette pensée, il faut aller fouiller du côté de Marx. Donc, si tu gagnes 10 fois plus, tu dois payer 10 fois plus d'impôts. Et il n'y a pas vraiment matière à discuter. Et il n'y a pas de tranche, ni de tu appartiens ici, ni de changement de tranche. Oublions tout cela. Tous les impôts progressifs sont nécessairement bureaucratiques, lourds, pleins de combines et donnent lieu à des abus. Donc il y en a beaucoup. On a déjà essayé ça. C'est aussi pour cela que je ressens un peu ce débat comme un tir de riposte, parce que la Hongrie a essayé les deux systèmes fiscaux, l'un comme l'autre, celui de gauche que TISA représente maintenant, mais aussi, disons, le système fiscal civique et national, le système fiscal favorable aux marchés et aux entreprises, le système fiscal favorable aux familles que nous représentons, dont l'essence est un impôt à taux unique et d'énormes avantages fiscaux pour le soutien des enfants. C'est à cela qu'il faut consacrer l'argent. Je pense d'ailleurs qu'il faut soutenir les familles. Mais en réalité, ce n'est même pas ça qui est intéressant, à savoir quel impôt est le meilleur, car c'est une question de philosophie fiscale, mais plutôt que c'est une question sérieuse, parce que plus de la moitié des électeurs de TISA veulent un impôt progressif. Donc la situation n'est pas aussi simple que de dire qu'il existe une corrélation que je trouve évidente. Si tu gagnes 10 fois plus, tu paies 10 fois plus d'impôts et que tout le pays est d'accord avec ça. Il y en a qui ne sont pas d'accord et qui disent non, il ne faut pas payer 10 fois plus, mais beaucoup plus. Et parmi les partisans purs, d'après les sondages que j'examine et analyse, je vois que plus de 50% d'entre eux veulent cela. Donc le fait que le parti se soit laissé aller à des confidences et que cela ait fuité, ce n'est pas surprenant, puisque leur propre camp souhaite cela. Nos électeurs ne veulent pas cela et je pense que la majorité de ceux qui sont au centre non plus. Mais je comprends qu'un parti qui s'appelle TISA et son président ne peuvent être guère représenter autre chose que ce que veut la majorité de leurs propres électeurs. Et là-bas, la majorité veut cela. Sur cette fameuse vidéo, on voit aussi qu'au cours d'un forum en province, les partisans de TISA sont invités à voter sur le système fiscal qu'ils préféreraient. Et disons-le, 90% votent en faveur du système progressif. Les 10% restants sont qualifiés de faucons dans cet enregistrement. Et alors, il y a une question de confiance derrière tout cela, car il ne s'agit pas seulement de ce que chacun veut, mais aussi de ce qu'il avoue. Et c'est déjà une question de confiance, et chez TISA, l'ordre a été donné de ne pas révéler ce que nous pensons et ce que nous préparons, car sinon nous perdrions les élections. Maintenant, il ne faut rien dire, et après les élections, tout sera permis. Ce n'est plus une question de politique fiscale, cela concerne la façon dont nous pensons des gens. Comment les considérons-nous comme l'objet de l'élection ou comme le sujet de l'élection? Pour ma part, je les considère comme le sujet, car l'élection porte sur eux, elle ne concerne pas les politiciens, mais bien eux. Or, si cela les concerne, ils doivent savoir quelles seront les conséquences de leurs décisions. On ne peut pas cacher cela.
C'est comparable au discours d'Ozod, sauf que Ferenc Gyurcsány a eu plus de bon sens en avouant après les élections qu'il avait trompé les gens, tandis que les membres de TISA l'ont dit avant les élections qu'ils allaient tromper les gens. Eh bien, c'est justement pour cela que le gouvernement justifie la consultation nationale sur cette question, afin que les gens y voient plus clair. Plus ce sujet, plus ouvertement sous l'effet de la consultation. Vraiment? Je pense que l'opinion, l'état d'esprit, les attentes et les exigences des gens ont de l'importance. Je le ressens moi-même. Donc si les gens veulent vraiment que je parle de quelque chose, alors même si je ne veux pas en parler, tôt ou tard, il faut dire quelque chose. Ainsi, en politique démocratique, le dirigeant est soumis à la pression de l'opinion publique. Il n'est pas toujours nécessaire d'y céder. Donc, ce n'est pas comme si l'on transférait la question de la responsabilité du dirigeant au peuple. Après tout, il a été élu pour assumer la responsabilité de ses décisions, puis, de temps en temps, disons au plus tard tous les 4 ans, il doit rendre des comptes. Mais il est tout de même important de savoir ce que les gens considèrent comme important. Et il faut alors en dire quelque chose, en parler, prendre position, et je crois que la consultation nationale qui a eu lieu à chaque fois jusqu'à présent, je ne sais même plus combien de fois déjà, nous l'avons lancée dès 2010 lors de la Constitution. Toutes ces consultations nationales aident à faire émerger les questions importantes et à y apporter une réponse. Qu'elle soit rassurante ou agaçante, mais qu'ils reçoivent une réponse. En restant sur le sujet de la fiscalité, à partir d'octobre, l'exonération de l'impôt sur le revenu pour les mères de 3 enfants va commencer. Comment cette mesure pourrait-elle influencer la situation des familles, leurs revenus? Voyez-vous, selon nos calculs, les plans d'augmentation d'impôts du TSZ, à savoir l'introduction d'un système fiscal progressif, représenteraient, pour un enseignant, une perte de 364 000 forints par an, soit autant d'impôts supplémentaires à payer. Pour les infirmiers, cela représenterait une perte annuelle de 280 000 forints, pour un policier, une perte de 154 000 forints par an, pour les militaires, 476 000 forints par an, et pour un médecin, cela signifierait devoir payer 3 172 000 forints d'impôts supplémentaires. Donc il ne s'agit pas d'une broutille, cela peut sérieusement affecter la situation financière des familles. Et notre gouvernement, ainsi que moi personnellement, je ne pense pas en termes d'individus, même si on appelle cela impôt sur le revenu des personnes physiques. Je ne vois pas des individus, mais selon l'ordre naturel de la vie, je vois des familles. C'est pourquoi le système fiscal doit aussi s'adapter à cela, car dans la vie, les gens ne sont pas seuls, comme un doigt, mais ils vivent en famille. Cela entraîne des responsabilités, des dépenses, des coûts, des obligations, et il faut en tenir compte lors de la conception du système de régulation économique. Donc, la famille est au centre. C'est pourquoi il existe un avantage fiscal familial en Hongrie, parce que les familles ne peuvent pas subsister sans travail, il soutient le travail et en même temps il soutient les familles. C'est pourquoi nous n'augmentons pas l'allocation familiale universelle. Nous avons aussi de l'expérience à ce sujet. Nous ne l'avons pas supprimée. Elle existe toujours, elle est là, mais à la place, non pas à la place, mais en complément, nous avons introduit un système de soutien familial lié au travail que même les groupes les plus touchés par le chômage, comme les Roms, soutiennent d'ailleurs. Je suis donc convaincu que, ces dernières années, les progrès de la communauté rome en Hongrie sont étroitement liés à l'avantage fiscal pour les enfants, à l'impôt à taux unique en général, et que le processus d'ascension vers la classe moyenne y a également commencé. J'ai toujours considéré comme important qu'il n'y ait aucune communauté en Hongrie qui soit exclue de la communauté économiquement active et que chacun puisse vivre de son travail plutôt que de l'aide sociale. Un élément important de notre politique économique est que même la croûte du pain puisse être tartinée de beurre. Il y a encore un groupe social qui pourra compter sur davantage de ressources dans la période à venir, car ce sont les retraités qui ont décidé du montant de la compensation des retraites. Celle-ci compense et verse la différence entre l'augmentation des retraites en début d'année et l'inflation réelle. Et, ces jours-ci, les retraités reçoivent également le bon alimentaire de 30 000 forints. Les critiques estiment toutefois qu'une augmentation plus importante serait nécessaire au début de l'année et qu'une compensation ne serait alors pas nécessaire. Pourquoi le gouvernement fait-il cette péréquation dans ce système? N'est-ce pas un politicien? Regardons le côté politique. Nous avons un accord avec les retraités. Nous l'avons conclu en 2010. C'est moi qui l'ai signé au nom du gouvernement. Cela reposait sur le fait que, sous les gouvernements de gauche, lorsqu'il y avait des problèmes économiques, que ce soit à cause de la politique gouvernementale ou de facteurs extérieurs, la première chose qu'ils faisaient était de prendre l'argent aux retraités. C'est ainsi que cette honte s'est produite. Ils ont retiré aux retraités ce qui leur revenait de droit.
Le 13e mois de pension, une allocation supplémentaire cruciale, était une source de revenus indispensable pour de nombreux bénéficiaires. Cette somme additionnelle versée une fois par an jouait un rôle fondamental en assurant leur subsistance quotidienne et en leur permettant de couvrir leurs dépenses essentielles. Sans cette aide financière significative, leur capacité à maintenir un niveau de vie décent aurait été sérieusement compromise, soulignant l'importance vitale de cette prestation pour leur bien-être économique et leur sécurité financière. Nous allons protéger sa valeur, et nous le faisons chaque année. Cela signifie que lorsque les prévisions d'augmentation des prix arrivent, nous n'attendons pas après coup, mais nous augmentons à l'avance les pensions du montant correspondant à l'inflation prévue. Ici, ce ne sont pas tant les propres calculs du gouvernement qui sont déterminants, même si je ne les sous-estime pas, mais les données et informations provenant de la Banque nationale sont toujours très importantes. Et alors, nous augmentons les pensions du montant de l'inflation prévue afin qu'elles ne perdent pas de valeur. La vie reprend son cours, l'année commence, et il s'avère alors que l'inflation a été soit plus élevée, soit plus basse. Il arrive aussi que l'augmentation du début d'année se révèle finalement plus importante que ce qui aurait été justifié, mais nous avons toujours laissé cet avantage aux retraités. Il arrive aussi que l'inflation ait été plus élevée, donc il faudrait accorder une augmentation plus importante. Dans ce cas, nous procédons à une correction en novembre, un calcul précis, une longue amitié. C'est sur cela que repose l'alliance entre le gouvernement et les retraités. Heureusement, il nous arrive plus souvent de nous tromper en faveur des retraités. C'est pourquoi la valeur des pensions non seulement s'est maintenue, mais a même augmenté ces derniers temps, et nous avons aussi rétabli la 13e pension, ce qui, je le répète, avait été une honte de la retirer aux retraités. Parlons encore d'une affaire sur laquelle vous avez également beaucoup posté cette semaine, car le débat sur la brutalisation et l'agressivité du discours public devient de plus en plus vif, ici aussi. Cette semaine, une vidéo a fait surface montrant Romulus Rutinsandi, ancien chef d'état-major, tenant un forum public avec un pistolet à la ceinture. Il a lui-même reconnu, et hier, la police a saisi l'arme. Dans le même temps, lui et le président de TISA ont tous deux laissé entendre qu'ils avaient reçu de sérieuses menaces, mais que la police n'avait pas réagi suffisamment, ce qui explique la nécessité de l'arme. Pensez-vous que cela pourrait justifier le port d'une arme dans un uniforme civil ? Ce que je peux dire, c'est que si les politiciens veulent porter une arme parce qu'ils sont menacés, alors moi, par exemple, je devrais me promener avec un canon. Donc c'est ridicule, laissons tomber. Donc si quelqu'un n'a pas assez de bon sens pour comprendre que lorsqu'on entre dans la vie publique, qu'on prend des responsabilités publiques, qu'on va parmi les gens, alors on ne peut pas porter une arme sur soi. Parce que qu'est-ce qu'il va en faire? Au juste, il va la sortir et commencer à tirer? Donc c'est impossible. Si quelqu'un n'a pas assez de bon sens par lui-même, il est tout à fait normal que l'autorité lui rappelle que cela n'existe pas. Ce n'est pas possible. Quel message cette affaire envoie-t-elle dans cette situation tendue que nous voyons aussi sur la scène internationale? L'arme en elle-même n'a déjà pas bonne allure, mais les commentaires qui l'accompagnent, que nous avons entendus de l'ancien chef d'état-major, sont encore plus douloureux. Qu'il a les mains qui le démangent, qu'il est formé pour ça, qu'il pourrait régler ça. Quoi donc, mon cher ami, qu'aurais-tu réglé? Nous ne vivons tout de même pas dans la jungle. Il faut que ça s'arrête. Qu'est-ce que tu aurais réglé? La réalité, c'est que nous vivons dans un état de droit. Il y a des règles. Tu ne peux pas tirer sur les gens, même si tu as été chef d'état-major, que tu es un grand garçon et que tu menaces les gens. Mais pour qui te prends-tu? Ici, en Hongrie, il existe une protection des personnes et des droits. La réalité, c'est que tu n'as pas le droit de menacer qui que ce soit, même si tu as très envie de le faire, surtout pas lorsque tu t'adresses à beaucoup de gens, parce que tu n'es pas au-dessus des autres citoyens, même si tu as été chef d'état-major. Tu n'as donc pas droit à des privilèges particuliers. Tu es l'un d'entre nous. Accepte les règles. Ne te promène pas avec une arme, mon ami. Et si tu n'as pas assez de bon sens pour le comprendre, les autorités te le rappelleront. Mais toi, quand même, en Hongrie, tous les citoyens ont les mêmes droits. Nulle part il n'est écrit, ni dans la Constitution, ni dans les lois, que le chef d'état-major peut avoir la main qui le démange, qu'il est formé, qu'il peut régler les choses et porter une arme. D'ailleurs, comment un gouvernement doit-il gérer de telles situations? Par exemple, cette semaine, le président Trump a annoncé qu'il allait déclarer l'organisation Antifa comme organisation terroriste, ou du moins qu'il allait initier cette démarche, ce que beaucoup ont considéré comme une réponse trop radicale à la violence. Mais comment peut-on, dans une telle question, trouver un équilibre entre l'ordre et la liberté? Comment peut-on trouver un équilibre? Je me suis réjoui de la décision du président américain et je vais proposer que nous fassions de même ici, en Hongrie. L'Antifa est bel et bien une organisation terroriste.
Ils sont venus ici, en Hongrie aussi, ils ont agressé des gens dans la rue. Certains ont été battus à moitié morts. Puis des députés du Parlement européen sont venus. Et de là-bas, ils donnent des leçons à la Hongrie sur l'état de droit. Depuis la gauche, eh bien, félicitations, c'est inacceptable. Donc, selon moi, il est tout à fait juste qu'en Hongrie aussi, le moment soit venu de qualifier des organisations comme l'Antifa de groupes terroristes en suivant l'exemple américain. Puisque l'Amérique a été mentionnée, cette semaine, il a également été officiellement annoncé qu'il est à nouveau possible de voyager sans visa pour les citoyens de certains pays vers les États-Unis. Qu'a-t-il fallu pour que Washington prenne cette importante décision? Il l'avait supprimé comme une punition. Même les gauchistes, donc les démocrates, l'administration Biden a décidé que, puisque la Hongrie n'est d'accord avec les démocrates américains, ni sur la question de la migration, ni sur le genre, ni sur la guerre, ils allaient nous donner un bon coup de bâton. D'ailleurs, ça a fait mal. Bien sûr, ce n'est qu'une minorité de personnes qui souhaitent voyager régulièrement aux États-Unis, mais ce nombre n'est pas négligeable. Et pour eux, peut-être que cela concerne peu les binationaux, mais pour ceux qui avaient des affaires là-bas, qui y étudiaient ou faisaient du business, cette mesure a été très désagréable. Donc c'était une punition qui a fait mal, et même avant qu'il ne devienne président, je m'étais déjà mis d'accord avec le président Trump pour effacer toutes les sanctions introduites contre la Hongrie par la gauche. Le navire est grand, je veux dire. Le navire des États-Unis d'Amérique est grand. Là-bas, changer de cap n'est pas simple. Il faut quelques mois pour qu'une décision traverse toute la bureaucratie. Mais le président a tenu parole, celle qu'il m'avait donnée alors qu'il n'était encore que candidat, et sur laquelle nous nous étions serré la main, et il a rendu aux Hongrois la possibilité de voyager sans visa de libre circulation. L'amitié compte aussi en politique. J'ai également interrogé le Premier ministre Viktor Orban sur la situation migratoire en Europe, les questions fiscales et l'état du débat public.